Alors déjà pour commencer, je voulais vous demander votre parcours. Donc vous êtes psychiatre à la base, psychothérapeute, et j'aurais voulu savoir comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à tout ce qui est justement état de conscience modifié, voilà, conscient-inconscient, les expériences même de mort imminente, les sorties de corps, etc. Oui, ben, au départ j'étais un psychiatre classique, c'est-à-dire formé au modèle matérialiste, hein, du cerveau malade, des molécules qui manquent dans le cerveau, donc il faut donner des médicaments. Intéressé aussi par les psychothérapies, mais au départ des psychothérapies, on va dire aussi matérialistes en elles-mêmes, c'est-à-dire la psychanalyse, les thérapies comportementales et cognitives. Matérialiste, la psychanalyse, parce qu'elle aussi ne pense pas qu'il y a d'âme ou de conscience indépendante du cerveau, quoi. Oui. La psychanalyse, elle se voulait trouver des modèles biologiques explicatifs aussi. Elle a changé au cours des époques, mais il y avait une explication un peu mécaniciste du fonctionnement de l'esprit. Et à un moment donné, je me suis aussi tourné vers d'autres thérapies, les thérapies humanistes, les thérapies systémiques, et là il y avait déjà un changement de modèle, un changement de paradigme, dans le sens où c'est des thérapies qui accordent plus de place à la conscience, et la conscience pas forcément dans le cerveau, dans la conscience qui peut être dans l'environnement avec les thérapies systémiques, ou la conscience qui dépasse le seul petit moi. Dans les thérapies humanistes, la gestalt thérapie, ça fait un peu appel à des notions d'Orient, et donc d'âme, etc. Mais c'est surtout quand je me suis intéressé à l'EMDR, qui est une technique donc, qui est assez remarquable parce qu'elle est très simple, mais elle permet vraiment d'induire des états de conscience élargis. Et ces états de conscience élargis permettent de guérir des traumatismes, pourtant des traumatismes sévères et qui restaient enquistés dans la mémoire de la personne depuis de longues années, et qui étaient très handicapants en retombées. Et lorsque je faisais de l'EMDR, je voyais que les gens étaient dans un état modifié de conscience, un état bizarre, quoi. Comme si leur esprit devenait plus souple et qu'ils pouvaient travailler facilement et spontanément, comme s'il y avait un génie intérieur qui savait déjà guérir tout ça, quoi, ce qu'on appelle le guérisseur intérieur, qui était libéré par le fait que, par la procédure des mouvements oculaires rapides, qui sont ceux qu'on trouve pendant les rêves, lors du sommeil, mais aussi en hypnose, quand les gens ont les yeux fermés, ils ont des mouvements spontanés des yeux. Donc et puis en yoga, on sait qu'il y a des techniques de mouvement des yeux qui permettent d'élargir la conscience. Donc je me suis dit, c'est drôlement intéressant ça, et je me suis intéressé à l'hypnose. Parce que je me suis dit, tiens, quitte à ce que les gens soient l'hypnose quand je fais de l'EMDR, autant que je cherche aussi à utiliser l'hypnose. Et c'est pendant l'hypnose qu'il y a eu un moment, pendant la formation de l'hypnose, qu'il y a eu un moment un peu spirituel, où pendant que en formation, on fait des exercices les uns sur les autres pour s'entraîner. Et là, quelqu'un me faisait un exercice et tout d'un coup est apparue une sorte d'entité d'âge gardien. Enfin, c'est très émouvant et très beau. Et ça s'est reproduit 2 ou 3 fois dans la journée, enfin on va dire 2 fois sûr, le troisième c'était un peu atténué. Mais j'étais sur le coup, et quand je suis rentré chez moi, je me rappelle, alors on a une chatte noire, elle est assez sauvage. Et quand je suis rentré chez moi, elle est venue se mettre sur moi, elle a mis ses pattes sur mon cœur, elle a fait ça et ça. Je me dis, oulala, il s'est vraiment passé quelque chose, elle a senti quelque chose, parce qu'elle, l'effet placebo, elle ne pouvait pas y être sensible. Je ne vais pas raconter ce qui s'était passé par la journée, mais je crois qu'elle n'aurait pas compris. Mais le chat a changé son comportement. Je me suis dit, ouais, les animaux sont... oui, très réceptifs ouais, qu'est-ce qu'on a traversé au cours d'une journée. Et nos états intérieurs. Et donc voilà, donc... Bon, et du coup, j'ai lu en passant les livres comme le livre de Groff sur les thérapies transpersonnelles, ou un livre qui m'a marqué, c'est Quand l'impossible arrive. C'est un livre qui était chez Trédaniel, je crois, dans lequel Groff fait un peu un compte-rendu de toutes les expériences extraordinaires qu'il a traversées dans sa vie, et croyez-moi, il en a traversé beaucoup, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Alors, du coup, donc on peut utiliser la conscience, enfin les états de conscience modifiés, oui. pour plein de choses, pour la guérison, pour même décupler ou développer peut-être la clairvoyance, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours en état modifié de conscience. Par définition. Là, par exemple, on est dans un état modifié de conscience qui s'appelle l'état rétréci de conscience. Dès qu'on se concentre sur quelque chose, dès qu'on est pris, dès que la conscience, au lieu d'être dans le grand fleuve créateur de départ originel, va se perdre, enfin s'égarer dans un de ces diffluents, enfin vous savez, comme un fleuve, puis il y aurait des petites séparations, puis après on se termine dans une mare où ça stagne par rapport au grand fleuve d'origine. Mais là on est dans une petite mare, c'est-à-dire dans nos corps mental, corps émotionnel, corps éthérique, corps physique, corps spirituel, mais ça capte un peu, ça la détourne, et ça la détourne. C'est pas que ça l'hypnotise et ça l'attire, c'est que quand elle est là-dedans, elle voit plus que ses corps voient. Mais dès qu'on sort du corps, alors ça peut être des sorties hors du corps voulues,
voulu, où lors des expériences de mort imminente, le corps s'arrête de fonctionner, donc il n'y a plus rien qui retient la conscience, il n'y a plus rien qui l'hypnotise ou qui l'attire par les organes d'essence et les informations du cerveau. Donc elle retrouve sa plénitude et ses capacités non locales ou quantiques, non locales, c'est-à-dire indépendantes du temps, capable de rétrocognition, voir le passé, de précognition, voir l'avenir, de vision à distance, de télépathie, c'est-à-dire de conscience à conscience directe sans passer par les mots, la parole, les sens, ou de psychokinèse, là, de la conscience d'une personne qui influence la conscience présente dans les particules cérébrales, de la matière. Ah, on sait que... Et aussi la présence de la conscience. Non, mais alors peut-être que je ne réponds pas à votre question. Si, en partie, oui. Mais en fait... oui, alors excusez-moi, oui, on est toujours en état modifié de conscience. Ça, oui, voilà. Donc vous me dites, on utilise les états modifiés de conscience en psychothérapie, oui. Ouais. On pourrait dire, en permanence, on essaie de faire que les gens qui sont pris dans un état rétréci de conscience, qu'on appelle lié à l'ego, aux cristallisations émotionnelles et mentales qui attirent la conscience, eh bien, on essaie de modifier ces structures émotionnelles et mentales pour qu'elles libèrent un peu la conscience et que la conscience puisse aller voir ailleurs ou retrouver des capacités. Ça, c'est les thérapies classiques qui n'ont pas besoin de postuler l'existence de la conscience en tant que telle et indépendante du cerveau, mais qui, en modifiant les corps mentaux et émotionnels, quelque part, libèrent la conscience. Mais c'est pas voulu. Oui. Alors qu'il y a des thérapies qui, elles, s'intéressent directement à libérer la conscience de ces agrégats, par exemple en les observant sans vouloir plus s'y mêler, sans s'identifier à eux, sans vouloir intervenir pour les modifier ou pas les modifier, et en devenant de plus en plus large, comme dans la pleine conscience de Vipassana, ou comme dans une psychothérapie qui s'appelle le TIPI, traitement intégré du corps inconscient, de Luc Nicon. Et tout ça, ça permet de faire que la conscience, plus la souffrance, un pied dans la conscience, un pied dans la souffrance, que la conscience, comme un soleil qui ferait dégeler un bloc de glace naturellement, sans effort, sans le vouloir, c'est une de la nature. La conscience en présence de la souffrance fait que la souffrance se dégèle et reprend, se défixe de ses cristallisations. Donc ça, c'est une thérapie plus qui utilise la conscience directement pour dans la psychothérapie. Ce qui rejoint tout un peu de ces techniques, c'est surtout le fait d'abaisser le mental. En fait, dès qu'on commence à abaisser un petit peu la fréquence du voilà, mental... les thérapies classiques, elles essaient surtout de travailler à l'intérieur du mental pour modifier son fonctionnement. Ses schémas cognitifs, ses pensées dysfonctionnelles ou limitantes, ses croyances erronées, ses émotions, soit en trop, soit en pas assez, etc. Et les thérapies dites, on pourrait dire, transpersonnelles ou quantiques, ou de la conscience, parce que c'est un peu toujours la même chose, ou des états modifiés de conscience, des états élargis de conscience par rapport aux états rétrécis, eux cherchent à travailler plus large que l'ego, parce que ça aura un effet sur l'ego. Quand vous savez que vous êtes, que la conscience n'est pas mortelle, quand vous savez qu'il y a d'autres présences autour de vous, des esprits avec lesquels vous pouvez travailler dans le chamanisme, ou des esprits protecteurs dans les thérapies spirituelles, ou que vous, mais capable de capacités quantiques non locales, justement, impressionnante, et donc vous ne résumez pas votre petit corps, elle n'est pas juste dans l'enveloppe du corps, elle est bien plus large. Enfin, quand vous savez tout ça, de toute façon, ça modifie l'ego, parce que l'ego, il agit surtout dans ses rétractions, ses peurs, ses fixations, parce qu'il se dit, je suis pas en sécurité, il faut que je contrôle, et puis si je fais pas ça, il va se passer ça, puis si je suis pas ça, on va pas vouloir de moi, enfin bref, etc. Mais quand il se rend compte qu'il, ah là, t'as une sorte de grand frère aîné, enfin, de grand hamac de sécurité derrière toi qui est immense, qui est aussi grand qu'un océan, tu peux t'y adosser, tu peux t'y appuyer, t'es pas tout seul, on va t'aider, laisse faire, maintenant t'as tout géré, merci l'ego, mais il y a plus grand que toi qui peut t'aider. En gros c'est une image de ce qui se passe quand les gens font une thérapie spirituelle ou transpersonnelle ou chamanique, ils savent que, oh là là, mais il n'y a pas que le petit ego pour vivre. Donc ils le lâchent un peu, ou ils le laissent lui lâcher le contrôle, et pour essayer d'autres façons de vivre, ou d'autres façons de se comporter envers les êtres conscients, etc. Parce que le chamanisme, c'est ni plus ni moins le fait que ce que montre la science maintenant, les plantes ont une conscience, les animaux ont une conscience, on pourrait dire les minéraux ont une conscience, puisque la matière, de la plus petite particule subatomique jusqu'à la galaxie, de l'alpha à l'oméga, tout est à la petite conscience. Voilà. Et ben donc le Comte a montré, excusez-moi, dans son livre sur la bonté humaine, qu'en fait, chez l'humain, avant qu'il ne soit abîmé par une mauvaise éducation parentale ou sociétale, ou par la peur de manquer, ou de comparaison des copains, bref, il était juste naturellement bon. Des petits bébés de 1 an et demi que ça a à peine marché, quand on leur fait des tests, évidemment sans leur dire pourquoi, genre, il y a un expérimentateur qui arrive, et là ils sont en train de jouer avec leurs parents, dans la salle d'attente, ce qui est en fait une salle test,
Il y a quelqu'un qui arrive, il veut ranger des paquets, mais il n'y arrive pas, le bébé il va vers lui, il l'aide. Et même si le bébé il est en train de jouer avec des jouets qui l'intéressent, qui lui prennent attention, quand il voit qu'il y a quelqu'un qui a des, il préfère quitter ses jouets et l'aider, quoi. Ouais. Évidemment, il ne sait pas que c'est une expérience. Hein. Oui. Et il y a plein de choses comme ça qui montrent qu'on est d'abord bon et qu'après on devient éventuellement méchant en fonction de mauvaises expériences qu'on a faites. Et que voilà. Donc pourquoi je vous parlais de ça? C'est comme les travaux du docteur Emoto, enfin il y a eu plein de travaux oui, comme sur ça, l'eau, sur la mémoire de l'eau, l'intention, aussi. si on envoie de l'amour, ou oui, comme oui. le Reiki, Oui, tout à fait. la matière se transforme. Enfin, les oui, molécules, est sensible aux intentions et aux ouais. énergies, bien sûr, bien sûr. Ouais. En même temps, il y a plein de travaux là-dessus. Oui, il y a plein de travaux maintenant, de plus en plus. De toute façon, ceux qui veulent savoir, ouais. ils peuvent savoir. Les travaux sur les capacités parapsychologiques de la conscience quantique, il y a eu, ces centaines d'années dernières, il y en a eu un paquet énorme. Et il y avait même, j'ai vu l'année dernière à Paris, Mario Bourgard, qui est très connu pour ses recherches sur le cerveau et la conscience. Il a fait des méta-analyses, c'est-à-dire il a regardé des statistiques, des analyses d'autres statistiques. Il a regroupé plein d'études, des centaines d'études pour chacune des composantes parapsychologiques, c'est-à-dire pour la précognition, pour la rétrocognition, pour l'empathie, pour la psychologie. Bref, il a fait des analyses, des méta-analyses, des regroupements d'analyses, d'études statistiques, et il montre que ces dons de la conscience existent. Alors vraiment, c'est prouvé avec un P inférieur à 0,16001%, c'est-à-dire le P, ça veut dire en statistique, ça veut dire la probabilité que ça soit lié à l'erreur. Donc ça veut dire qu'il y a une chance sur des milliards de milliards que ce soit lié à l'erreur, les découvertes, donc ça veut dire c'est prouvé, parce que même dans les sciences dures, quand c'est le P inférieur à 0,05, on dit bon, c'est bon, il y a juste 5% d'erreur, ça peut passer, de chances d'erreur. Donc non, là c'est prouvé, les données parapsychologiques. Les effets de la conscience sur la matière, etc., les effets de l'intention, pour les soins à distance, c'est prouvé. On peut lire des livres de livres. Pour décupler toutes ces capacités, donc vous pratiquez la méditation? Vous pratiquez différentes techniques moi je me dis chaque jour. Chaque jour, oui. Donc c'est vraiment un entraînement, c'est vraiment, il faut que ce soit régulier aussi. Oui, c'est-à-dire, pareil pour le yoga, j'en fais, le qigong, j'en fais au moins une fois par semaine à chaque fois. Ou un peu de pilates, en ce moment une fois par semaine, enfin, tout ce qui entretient la conscience du corps. Et puis la méditation, c'est plus pour laisser la grande conscience rejoindre la petite conscience, quoi. Et recevoir des messages parfois intéressants qui viennent pas du mental, qui ne fait que répéter ce qu'il sait déjà, mais qui viennent de l'âme probablement, ou parfois du corps. Le corps a une façon de penser et parfois peut faire surgir des connaissances et des intuitions qui viennent de lui-même, pas forcément de l'âme. Moi je veux dire, j'ai vraiment la notion que le corps sécrète sa propre conscience, la conscience individuelle vient s'articuler à lui, un peu comme le cavalier cloche le cheval, un peu comme dans Avatar. Je ne sais pas si vous avez vu le film de James Cameron, quand la personne vient se mettre sur le cheval, il se lie par une sorte de... Et il met ses cheveux, puis il prend les cheveux, puis il se lie. C'est un peu la connexion corps et conscience individuelle, quoi. Donc oui, tout ce qui va favoriser la conscience du corps ou la conscience individuelle, c'est à pratiquer. Et la méditation étant quand même, moi je trouve, mais après il y a des gens comme Marie dit, toi tu médites sans méditer en fait, tu n'as pas besoin de faire des séances formelles, mais tu fais plein de tipis sur toi-même. Le tipi c'est une forme de mindfulness appliquée aux émotions, aux pensées, etc. qui sont libres. Donc, mais disons que la méditation c'est quand même la base, quoi. La méta-habileté qui peut servir dans beaucoup de choses, ça aide à naviguer dans les expériences d'état de conscience, dans les expériences psychédéliques. Quand on médite, on arrive à pas se laisser emporter par le flow, à se désidentifier, garder une sorte de spatialité lumineuse qui ne se laisse pas happer par les contenus que la conscience contient. Parce que parfois la conscience, elle oublie qu'elle est celle qui contient tout, elle est hypnotisée par les contenus, elle devient les contenus, alors qu'en fait elle n'a jamais été contenue. Elle est sans contenu, c'est les expériences, c'est ce qu'on vit qui fait. D'ailleurs, il paraît que les enfants sont déjà jusqu'à je ne sais pas quel âge, en état plus élargi de conscience. Oui, puisque les enfants, premièrement, ils font souvent des expériences de conscience quantique ou non locale, ou parfois de contact avec les défunts ou avec tout le monde autour de l'après-vie, l'avant-vie. Il y a eu des livres là-dessus, Wayne d'ailleurs, notamment, récemment. En contact avec les vies antérieures,
en contact avec des entités, les esprits dans le chamanisme. Donc oui, les enfants, ils ont une conscience encore élargie, puis qui seraient précipités avec l'éducation, ce qu'on leur met dans la tête de ceci, le développement de l'ego, ce qui est nécessaire dans un premier temps. Se perdre, puis pour mieux se retrouver. Donc là, on arrive en état élargi, on se rétrécit, puis après on repart en état élargi. C'est naissance, mort, renaissance. Hein. Comme les animaux aussi, parce que moi je sais que personnellement j'ai fait beaucoup de rêves par rapport à mes animaux. Dès qu'il y avait un souci, qu'il allait se passer quelque chose, j'en rêvais soit la veille, soit en même temps. C'était vraiment comme s'il y avait une connexion, comme si eux étaient peut-être moins parasités par le mental. Bah oui, forcément, du coup. Ouais. Donc les animaux. Bien sûr, bien sûr. Les animaux, vous savez, quand il y a un tsunami, vous savez qu'ils réagissent un jour à l'avance, ils vont à l'intérieur des terres. Si les humains étaient aussi sensibles qu'eux, personne ne mourrait lors d'un tsunami. Pressante, ouais, tout à fait. Je sais plus, c'était en Thaïlande, le dernier tsunami grand. Oh il y avait les éléphants qui étaient remontés de la terre. Enfin, il y a plein d'animaux qui avaient un comportement totalement bizarre. Mais de même que les chiens, ils savent quand leur maître va venir. C'est-à-dire qu'ils commencent à se mettre en attente, même quand le maître a complètement changé son horaire prévu de retour ou son itinéraire prévu de retour, le chien est au courant, quoi. Enfin, c'est au courant, il réagit comme s'il savait, quoi. Oui, c'est pas des conditionnements comme on peut entendre. En Angleterre, il y a un chat célèbre, je ne sais plus comment il s'appelle, dans un service de soins palliatifs. Quand les gens sont sur le point de mourir, c'est-à-dire dans les heures avant, il vient se mettre vers eux. Même quand le médecin n'avait pas prévu que les gens allaient mourir, les gens ne pensaient pas qu'ils allaient mourir non plus, le chat se pointe et il pressent le truc. Il pressent et alors... voilà. Il vient peut-être pour les accompagner, pour leur... En tout cas, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le décrochement de l'âme du corps. Et les animaux changent de comportement lorsqu'il y a des défunts. Ça fait partie d'un des signes. Les animaux ont un comportement bizarre quand les personnes ont un contact avec les défunts. Souvent, ils remarquent que l'animal, alors que lui, il ne peut pas être soumis au placebo non plus, on va lui dire, tiens, il a un comportement complètement bizarre, ou comme il est avec son ancien maître qui est mort et qui est en train de se manifester dans un contact interhumain entre des... bref, ils ont vraiment des capacités incroyables, les animaux, bien sûr. Comme plus on est proche aussi de quelqu'un, plus on va sentir les choses, rêver de la personne s'il va avoir un problème. Et oui, au point qu'il y a ce qu'on appelle des télépathies, mais pas dans le sens habituel. Télé, ça veut dire à distance, et pathie, souffrir. C'est-à-dire qu'une mère peut, au moment où son enfant, par exemple, qui fait ses études à 10 000 km de là, a un accident, se sentir au même endroit que lui, l'accident, un truc bizarre dans son bras, ou quelqu'un qui sent que... Un jumeau qui a pareil, les jumeaux qui sont en danger, là elle est en danger quand il vit quelque chose alors qu'ils se... Oui, ils ressentent les mêmes émotions, la douleur. Voilà, même, ils ne pouvaient pas le savoir puisqu'ils n'étaient pas en communication. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de transmettre le plus, justement, c'est de vraiment communiquer aux gens, que vraiment on a tous des capacités, qu'on peut voilà, déjà vous le dites, on est tous faits de conscience, donc on a tous en nous les qualités de la conscience. On peut se relier à tous les points de l'univers, à tous les êtres de l'univers. On peut être créateur et on peut, par l'intention, modifier certaines choses qu'on n'aurait même pas eu l'idée qu'on pouvait modifier dans la réalité quotidienne. Parce que ces choses-là aussi contiennent la conscience et sont sensibles à notre conscience et à la façon dont on la dirige, notre conscience, grâce à l'intention. Et grâce à l'attention. L'attention, elle permet de placer la conscience et de la placer à un certain niveau parce qu'on avait l'intention. Donc l'attention et l'intention plus la conscience, c'est les trois principaux facteurs. Une sorte de laser qui va modifier ce qu'on va observer ou ce qu'on va vivre. Et donc je dirais aux gens, c'est pas compliqué, beaucoup moins qu'on vous le fait croire, il n'y a pas besoin d'être entraîné au chamanisme, à la spiritualité et tout, pour faire juste un peu de méditation, déjà commencer à élargir sa conscience et de recevoir des messages ou des intuitions, ou des rêves, ou des synchronicités, etc. Des rencontres, machin. Et ça s'est simplifié au point que, par exemple, Sandra Ingerman, qui était une élève de Michael Harner, celui qui a créé la FSS, Foundation for Shamanic Studies, la fondation qui a synthétisé les ingrédients de base de tous les chamanismes du monde et les enseigne aux Occidentaux. En France, il y a une branche de la FSS, en Suisse, c'est pareil. Et bien donc, Sandra Ingerman disait qu'à force que les Occidentaux maintenant invoquent les esprits, font des voyages chamaniques et tout, ils ont creusé le tunnel, ils ont creusé la voie, quoi. Ils ont facilité le passage. Et maintenant, ça dit, il y a les jeunes qui se forment au chamanisme, il suffit parfois qu'ils désirent être dans un autre monde, paf, ils y sont sans faire toutes les
les rituels et les exercices pour le jouage chamanique, quoi. Bah, les chamans disaient d'ailleurs que entre nous et le royaume des morts, il y a l'épaisseur d'une feuille on n'est pas plus éloigné que l'épaisseur d'une feuille d'érable, quoi. Ça veut dire que dans la réalité, si vraiment on le sait, si vraiment on a confiance et conscience qu'on a un être de conscience et qu'on est relié à toutes les consciences et qu'on peut, en calmant le mental simplement, et en posant la bonne intention, c'est pas difficile, hein, je calme le mental, je pose la bonne intention et je suis sûr de moi parce que je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, le contact peut se faire facilement avec la conscience, la sienne ou dans le chamanisme d'autres êtres, d'autres dimensions, ou de défunts, etc.